Alors, j'appelle Christophe de Hove. Christophe de Hove sur hypersexualité et homosexualité masculine, mythe ou réalité. Attention, vous n'avez pas démarré. Allez-y. Alors Christophe de Hove, je suis psychologue dans le Valenciennois. Je vais vous présenter une étude dont l'objectif principal était de vérifier le bien fondé d'un mythe, celui de l'hypersexualité gay. Donc vous savez que l'homosexualité a longtemps été stigmatisée. On a parlé de perversion, de maladie mentale, de dégénérescence. Mais globalement, depuis le début des années 2000, il y a une évolution positive vers une acceptation de l'homosexualité par notre société. Néanmoins, la sexualité des hommes homosexuels continue à être stigmatisée, souvent qualifiée d'excessive et débridée. Est-ce que c'est révélateur de la nécessité de maintenir l'homosexualité dans le registre du pathologique, ou est-ce qu'il y a une réelle hypersexualité gay ? Sachant que la sexualité des femmes homosexuelles, elle semble relativement épargnée par cette stigmatisation. Est-ce qu'elle est moins visible? Est-ce qu'elle est mieux tolérée? Ou est-ce qu'il y a une moindre hypersexualité lesbienne? Les deux hypothèses principales de cette étude: est-ce que l'hypersexualité gay existe? Et si elle existe, ne pourrait-elle pas être la conséquence de notre modèle hétérosexiste? Deux notions importantes à définir. La première, c'est celle de l'hypersexualité. Vous savez qu'il y a un flou conceptuel et qu'on utilise aujourd'hui indifféremment les notions d'hypersexualité, d'addiction sexuelle, de compulsion sexuelle, de dysrégulation du désir, etc. Dans l'étude, j'ai utilisé le terme compulsion sexuelle parce que j'ai utilisé l'échelle de Coleman. Coleman, c'est un auteur qui a beaucoup travaillé dans les années 90 sur la compulsivité sexuelle, et les critères qu'il avait définis sont exactement les mêmes que ceux qui ont été proposés par Kafka en 2013 pour le trouble hypersexuel pour le DSM-5. Définition qui a été refusée puisqu'à ce jour, il n'y a pas d'hypersexualité dans le DSM. En tout cas, il y a un consensus autour d'une sexualité qui est conventionnelle le plus souvent, mais excessive, qui s'accompagne d'une détresse, qui répond à une humeur dysphorique, avec la présence importante de fantasmes et de préoccupations sexuelles, des répercussions sur la vie de tous les jours et des tentatives infructueuses de contrôle. Le deuxième concept fondamental, quand on parle d'homosexualité, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à l'homophobie intériorisée. Elle est propre aux personnes homosexuelles, elle est la conséquence de l'intériorisation et de l'intégration des préjugés et des attitudes négatives qui viennent du milieu extérieur, la société, la famille, les valeurs morales, religieuses, et qui entraînent chez les personnes homosexuelles de la honte et de la culpabilité d'être homo et d'avoir une sexualité homo. Elle est clairement la conséquence directe de notre modèle hétérosexiste qui continue à promouvoir une norme, l'hétérosexualité procréatrice. La littérature est riche sur le sujet et elle montre que l'homophobie intériorisée altère la qualité de vie et qu'il existe une corrélation importante avec l'existence de conduites sexuelles à risque. Vu le lien, on pourrait même parler de conduite autopunitive. Cette disposition psychologique, elle est importante parce qu'elle amène souvent les personnes homosexuelles à cacher leur orientation sexuelle, donc à débuter la sexualité dans la clandestinité, et donc à favoriser une sexualité sans attache affective, avec la conséquence logique, la multiplication des partenaires. Donc vous voyez que déjà, là, on peut déjà faire un lien entre l'hétérosexisme de notre société, qui entraîne un climat homophobe, qui entraîne une homophobie intériorisée, qui entraîne un mode particulier d'entrée dans la sexualité. Donc, pas pour tous, bien sûr. Alors, l'étude, il y a 77 personnes qui ont accepté de répondre à un questionnaire anonyme comportant des éléments biographiques, une mesure du degré d'homophobie intériorisée, l'échelle de Coleman sur les comportements sexuels compulsifs et un questionnaire qui listait les pratiques sexuelles habituellement associées à l'hypersexualité dans la littérature. Le premier résultat, le graphique parle de lui-même, 72,7% des répondants auraient une sexualité compulsive. C'est assez éloquent, c'est valable pour quelle que soit la tranche d'âge. Les 18-25 ans, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne sont pas plus nombreux que les autres à l'être. Les différences ne sont pas statistiquement significatives entre les tranches d'âge. Le deuxième résultat intéressant, c'est que les sexuellement compulsifs auraient un degré d'homophobie intériorisée qui est significativement plus élevé que les autres. Donc en rouge, vous avez les sexuellement compulsifs, en bleu, les sexuellement non compulsifs. Le degré d'homophobie intériorisée peut aller de 9 à 45. Donc globalement, ils sont quand même assez modérés. Autre résultat, il existe des pratiques sexuelles qui semblent plus fréquentes, en tout cas dans l'étude, chez les sexuellement compulsifs, qui pourraient du coup constituer des indicateurs supplémentaires d'hypersexualité. Je vous laisse les lire parce que si je les lis, je vais dépasser les 7 minutes.
Et par contre, il y a d'autres comportements sexuels qui ne semblent pas spécifiques des personnes qui sont sexuellement compulsives. Du coup, ça paraît peu pertinent de les considérer comme des indicateurs d'hypersexualité. Ce sont les pratiques anales très majoritaires dans l'échantillon. Dans la littérature, c'est 30%. Dans mon échantillon, il y avait entre 80 et 90%. Les rapports sexuels avec 2 partenaires ou plus, la fréquentation des lieux de drague et les rencontres sexuelles éphémères type plan cul, qui se sont beaucoup démocratisées, aussi bien chez les homos que chez les hétéros. Alors, dans cette étude, il semblerait qu'il y ait une incidence forte de l'hypersexualité dans la population homosexuelle masculine, qui est une population composée uniquement d'hommes. Or, les chiffres de la prévalence de l'hypersexualité rapportent qu'il y a 5 fois plus d'hommes que de femmes dans la population hypersexuelle. Est-ce que ça peut expliquer les 72,7%? Ça explique une partie, mais pas tout, probablement. L'hypersexualité gay, elle pourrait s'expliquer aussi par la coexistence de facteurs internes propres à l'individu et de facteurs externes qui s'articulent selon une équation propre à chacun dans des proportions différentes, mais avec un élément toujours présent, l'homophobie intériorisée. Donc je vais développer les facteurs. Vous l'aurez compris, l'homophobie intériorisée, c'est le principal facteur prédisposant. Pour les raisons évoquées tout à l'heure, une dissociation précoce sexualité-affect, parce qu'elle s'accompagne de symptômes anxio-dépressifs et qu'on a vu que l'hypersexualité, c'était une réponse à une humeur dysphorique, aussi parce qu'elle est associée à des conduites sexuelles à risque qui s'intègrent le plus souvent dans un cadre plus général d'hypersexualité. On peut aussi évoquer le pouvoir érotique de la transgression, puisqu'on sait qu'en matière de sexualité, tout ce qui est interdit et tabou a un pouvoir érogène fort. Les conflits loyautés, puisque l'hypersexualité, c'est une mise en échec de la vie affective et de la conjugalité, donc elle pourrait être l'expression de ce conflit loyauté. La libération des frustrations à la sortie de l'adolescence, on peut imaginer qu'elle est potentialisée chez les hommes homosexuels qui ont dû davantage réfréner leurs intérêts sexuels et leurs pulsions. La fonction hédonique de la sexualité qui est surinvestie et son corollaire, l'exigence de plaisir, qui pousse à la diversification des pratiques pouvant aller jusqu'à l'hypersexualité. Chez les plus vulnérables, qui auraient une identité homosexuelle négative, il y a souvent un amalgame qui est fait au début de la sexualité entre le fait d'être sexuellement désiré et le fait d'être aimé, auquel cas l'hypersexualité serait plus l'expression de cette quête de reconnaissance et d'affection avant d'être une quête sexuelle. La psychanalyse considère que l'homosexualité masculine serait liée à un défaut d'identification à l'image paternelle ou à un sentiment d'incomplétude dans l'identité masculine. Est-ce que l'hypersexualité ne pourrait pas être l'expression de cette quête d'affirmation de sa virilité, de sa masculinité chez tous ceux qui ont des pratiques plutôt insertives ou de compensation du manque par introjection du phallus de l'autre, du masculin de l'autre, dans les pratiques réceptives et dans l'oralité, qui est la pratique la plus courante dans la population homo. Les facteurs internes, il y a une injonction au plaisir sexuel qui est très présente dans la communauté gay, par réaction au sentiment d'oppression, et aussi parce qu'il y a un surinvestissement de la fonction hédonique déjà évoquée précédemment. Elle existe au niveau interne, intrapsychique, et elle existe aussi au niveau communautaire. On peut citer l'impact de certaines représentations hypersexualisées de l'homosexualité à travers le cinéma, certaines images de la gay pride, la médiatisation aussi de certains phénomènes minoritaires comme le bearbacking. Et tout ça, ça fait que les jeunes développent des scénarios sexuels et des fantasmes qui vont s'orienter vers des pratiques sexuelles désaffectivées, parce qu'il y a un mécanisme d'identification et un besoin d'identification, et aussi parce que, paradoxalement, c'est la conformité aux attentes, aussi caricaturales soient-elles, qui permet parfois une meilleure acceptation. Parce que les hommes hétéros ne vont pas pouvoir s'identifier à des représentations caricaturales. Bon, notons quand même qu'il y en a 30% dans l'étude, presque 30%, qui ne répondent pas aux critères d'hypersexualité et qui ne se retrouvent pas dans ces images d'hypersexualité. En conclusion, on peut dire que l'hypersexualité gay, c'est un stéréotype, mais c'est aussi une certaine réalité, mais avant tout un phénomène sociétal, parce qu'il est conditionné par le degré d'acceptation individuelle et sociale de l'orientation homo. Principale limite de cette étude, il faudrait un échantillon plus large et il y a une nécessaire comparaison avec la sexualité hétérosexuelle masculine, parce que ça pourrait très bien être une hypersexualité masculine avant d'être une hypersexualité gay. Il y a des changements positifs qui sont en cours grâce au mariage pour tous, qui vont proposer des modèles de conjugalité gay. Et c'est là où on peut intervenir en tant que sexologue, en favorisant et en encourageant l'acceptation de l'orientation homosexuelle par les homos, mais aussi par les autres, de toujours interpréter l'hypersexualité à la lumière des facteurs internes et externes qui viennent d'être évoqués, et au-delà de l'hypersexualité, de toujours s'intéresser à l'homophobie intériorisée. Merci. Bon, alors là, on va vous laisser la parole, parce qu'il faut quand même que vous puissiez intervenir. Est-ce que vous avez 2 ou 3 questions à poser à M. Dehove ?
Alors ici à la tribune, nous ne voyons rien. Donc manifestez-vous de manière bruyante si j'ai repéré quelque chose en haut, au milieu. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, voilà, Bonjour. j'ai Bonjour. deux questions. Oui. Qu'est-ce que le barebacking? Alors, Et le deux, berbé... Oui. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des homophobes intériorisés qui sont non compulsifs dans leur sexualité? Alors, le bearbacking, ce sont des gens qui s'engagent dans des rapports sexuels non protégés avec des gens dont ils ignorent le statut sérologique. Et il y a une deuxième catégorie de barebackers, ce sont des gens qui s'engagent aussi dans des rapports sexuels non protégés avec des gens dont ils savent qu'ils sont séropositifs. C'est ce qu'on appelle la roulette russe gay. C'est le sort qui va décider s'ils sont contaminés ou s'ils ne sont pas contaminés. Donc on est vraiment dans l'ordalie pur. J'ai oublié votre deuxième question, je suis désolé. Donc, la deuxième question, c'était de savoir si des personnes qui avaient intégré de l'homophobie en eux-mêmes étaient également... était-il possible qu'ils aient une hypersexualité aussi? Non. Était-il possible qu'il n'ait pas d'hypersexualité? C'est-à-dire la dissociation des deux variables que vous avez citées tantôt. L'homophobie intériorisée, c'est un facteur qui prédispose, c'est pas la condition sine qua non. Il y a des gens qui ont un degré d'homophobie intériorisée important et qui ne sont pas hypersexuels. Et il y a des gens qui sont hypersexuels et qui n'ont pas forcément un degré d'homophobie intériorisée très élevé. Même si c'est un peu plus rare quand même. Bonjour. Moi, je me demandais Bonjour. si c'est pas le fait aussi de ne pas pouvoir avoir un projet d'enfant, en fait, qui faisait l'hypersexualité. Oui, tout à l'heure, j'ai parlé du surinvestissement de la fonction hédonique de la sexualité. Donc, c'est une sexualité qui est plaisir. Et effectivement, vous avez raison, c'est faute de pouvoir investir une sexualité procréatrice. Et c'est aussi faute de modèles de conjugalité gay. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore beaucoup. Et quand il y en a, ils ne sont pas forcément encore très acceptés par la société. Alors, avec le mariage pour tous, je pense que ça va un peu changer la donne. D'accord, merci. Alors, désolé, je vois que le sujet vous intéresse. Il sera probablement à votre disposition à la fin de la session. Merci infiniment. On va passer.